KBHT, Perfect, Clean, TXT. Dans les rues de Kingston, le tambour résonne plus fort que les discours. Un rythme traverse l'Atlantique et atteint Ouagadougou. En une seule semaine, la chanson Hands of Africa dépasse les 12 millions d'écoutes, tandis que plus de 120 000 personnes marchent pour la même idée, la souveraineté. Ce n'est pas un cri de guerre, mais un appel à la dignité. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré incarne ce souffle nouveau, celui d'un continent qui se redresse. Mais au-delà du symbole, que révèle vraiment cette ferveur sur la renaissance africaine? Ce mouvement parti des tambours de Kingston porte une promesse simple: redonner à chaque nation noire le droit de définir sa propre valeur. Dans cette nouvelle conversation entre la Caraïbe et l'Afrique, les chiffres ne sont pas que symboles. 14 milliards de dollars de dette jamaïcaine face aux 5 milliards, 6 millions réorientés par le Burkina Faso sous une même bannière de souveraineté. Le parallèle intrigue, inspire et dérange. Là où l'ancienne dépendance imposait le silence, une nouvelle économie du courage prend forme. Les musiciens traduisent les bilans en refrains, les étudiants transforment les slogans en équations. Cette ferveur, née d'une chanson, se mue en architecture politique et morale. Le véritable enjeu n'est plus de savoir si un pays peut se libérer, mais si un continent dispersé peut apprendre à coopérer sans attendre l'approbation d'autrui. Chaque pas dans les rues de Kingston semble répondre à une phrase entendue à Ouagadougou: la liberté ne se négocie pas, elle se construit. Ce dialogue transatlantique promet de redessiner la carte du possible. Le tournant s'est produit plus vite que prévu. En moins de 3 ans, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a nationalisé l'or du Burkina Faso, réorientant plus de 5 milliards 600 millions de dollars vers les écoles, les hôpitaux et les infrastructures locales. Dans le même temps, la Jamaïque, lourdement endettée à hauteur de 14 milliards de dollars, découvre dans cette expérience un miroir et un message. L'indépendance économique n'est pas une utopie, c'est une méthode. Dans les universités de Kingston, professeurs et étudiants dissèquent ce modèle. Ils y voient un précédent moral, un manuel de reconstruction possible pour les nations postcoloniales. Là où l'aide extérieure avait remplacé la responsabilité, Traoré a inversé l'équation: produire d'abord, emprunter ensuite. Le geste paraît simple, mais il change la grammaire du pouvoir. Les chiffres illustrent la portée du basculement. 22% de croissance agricole en un an, 1 200 000 élèves bénéficiaires d'un enseignement gratuit, des dizaines de cliniques rurales alimentées par l'énergie solaire. Ces données, relayées par les réseaux panafricains, font écho aux anciennes promesses non tenues de l'aide internationale. Dans les studios de Montego Bay, les musiciens traduisent ces statistiques en hymnes. Hands of Africa devient une partition politique. Chaque battement de tambour rappelle qu'un modèle alternatif est en marche. Les jeunes de Kingston, Portmore et Accra y trouvent un même refrain: la dignité comme politique publique. Cette mini-révélation que la souveraineté peut être mesurée, comptée, transmise, redéfinie les bases du dialogue Sud-Sud. Pour la première fois depuis des décennies, la conversation entre îles et continents ne parle plus seulement d'identité, mais de bilan, de chiffres et de confiance. Et si la vraie révolution ne se menait pas dans les parlements, mais dans la capacité d'un peuple à chiffrer sa propre valeur? Au centre de cette nouvelle narration se tient une figure discrète mais décisive: le jeune professeur jamaïcain Malik Johnson. Il n'est pas militant, ni diplomate. Pourtant, son cours sur la souveraineté économique attire chaque semaine des centaines d'étudiants curieux de comprendre comment un pays enclavé, comme le Burkina Faso, a pu inverser sa dépendance. Dans ses présentations,
il cite souvent Ibrahim Traoré, non pour l'idolâtrer, mais pour décoder sa méthode, faire des chiffres une arme pacifique. Sous son impulsion, un réseau de jeunes économistes et artistes jamaïcains se forme. Ils comparent les dettes, traduisent les politiques publiques en infographie, montent des podcasts où les bilans deviennent des histoires. Pour eux, la politique n'est plus un sujet lointain. Elle est une pratique quotidienne, mesurable, transmissible. Les premiers impacts se voyaient rapidement. Les lycées de Kingston introduisent un module d'économie souveraine. Des collectifs culturels mêlent reggae et données économiques. Même les églises organisent des débats sur la gestion locale des ressources. Le mot d'ordre circulate. Comprendre avant de dépendre. Ce mouvement naissant ne réclame ni drapeau ni slogan. Il avance par contagion intellectuelle, reliant des quartiers et des disciplines, des étudiants et des entrepreneurs. La transformation n'est pas spectaculaire, mais cumulative, une rééducation collective au langage du possible. Et si, dans chaque pays, il suffisait d'un enseignant comme Malik pour que l'indépendance cesse d'être un souvenir et devienne une compétence? Tout a commencé par un son. Le 12 avril, à 17h, 7h30 précise, un message d'Usain Bolt adressé à Ibrahim Traoré déclenche une onde mondiale. Nous te voyons, nous marchons avec toi. En quelques heures, plus de 9 millions de partages transforment une simple publication en manifeste moral. Ce jour-là, l'Atlantique n'était plus une frontière, mais une fréquence. Quelques semaines plus tard, à Kingston, le collectif Modern Protect Traoré naît. Étudiants, créateurs et journalistes lancent une campagne numérique pour préserver l'image et les idéaux du dirigeant burkinabé. Les réseaux s'embrasent. Des remixes TikTok de ses discours atteignent des millions de vues. Des vidéos analytiques sur YouTube exposent le modèle économique de souveraineté. Les hashtags Africa Must Rise et Hands Off Africa franchissent la barre des 200 millions d'impressions. Puis vient la marche du 30 septembre. 120 000 personnes sur 5 continents, des rues de Port-au-Prince au pont de Londres. Les drapeaux vert or noir et rouge vert or se mêlent, les tambours de reggae répondent aux balafons sahéliens. Ce n'est pas une protestation, mais une affirmation. L'unité comme devoir. Les chiffres s'accumulent comme des vers. 8 500 000 dollars récoltés pour financer l'éducation des jeunes du Sahel et des Caraïbes. 250 millions de dollars investis dans des startups afro-diasporiques. 3 milliards. 200 millions de dollars de commerce projetés entre les deux régions d'ici 2027. Derrière chaque montant, une idée prend corps. Transformer la solidarité en structure économique. Le récit se déroule en 3 actes. D'abord, le déclenchement par l'admiration. La diaspora découvre en Traoré un miroir de dignité. Puis, l'apogée par la coordination. Les artistes et intellectuels bâtissent d'un réseau d'entraide globale. Enfin, l'onde par la traduction politique. Les ministères jamaïcains étudient désormais le modèle Traoré comme levier budgétaire. À travers ces étapes, une évidence se dessine. Le panafricanisme n'est plus un rêve romantique, c'est un chantier mesurable. Les tambours ont laissé place aux données, mais le rythme demeure. Et si l'histoire de cette décennie s'écrivait non par conquête, mais par cohérence, les chiffres désormais parlent plus fort que les slogans. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a redirigé 5 milliards, 600 millions de dollars issus des concessions minières étrangères vers des banques nationales. Cet argent, réinvesti dans la santé et l'éducation, a permis la construction de plus de 120 cliniques rurales et la scolarisation gratuite d'1 200 000 élèves. Ce passage du baseline à la delta résume tout, d'un modèle d'exportation dépendant à une économie d'autonomie. La production agricole nationale a augmenté de 27,2% en un an.
Ce chiffre, souvent cité, n'est pas qu'un indicateur économique. Il symbolise la réhabilitation du travail paysan, longtemps marginalisé par les politiques d'importation. Dans les villages du Sahel, chaque récolte devient un acte politique, chaque marché une victoire du local sur le lointain. La dette extérieure a chuté de 37% dans un exercice fiscal. Ce taux, présenté comme risqué par certains experts occidentaux, illustre une réalité plus simple. La discipline budgétaire peut être un outil d'émancipation. À Kingston, des économistes comparent cette trajectoire à celle de la Jamaïque, dont la dette atteint encore 14 milliards de dollars. Le contraste inspire. Les analystes financiers notent que si 5 États africains et caribéens adoptaient ce cadre de souveraineté, près de 42 milliards de dollars resteraient chaque année dans les économies locales. De quoi financer des systèmes éducatifs entiers sans recourir aux prêts étrangers. Ces calculs circulent sur les réseaux, transformant la macroéconomie en langage populaire. Le résultat dépasse les bilans. Des ateliers communautaires apprennent désormais à lire les budgets publics. Des artistes traduisent les chiffres en poésie. Des entrepreneurs conçoivent des fonds mixtes Afrique-Caraïbes pour mutualiser les ressources. Les données deviennent culture. Cette précision quantitative sert un propos moral. La transparence est le nouveau patriotisme. Et si le véritable pouvoir d'un peuple résidait dans sa capacité à mesurer sa propre dignité? Deux visions s'affrontent autour du modèle burkinabé. La première, portée par certains économistes internationaux, affirme que la nationalisation accélérée des ressources est une stratégie périlleuse. Selon eux, isoler le pays des circuits d'investissement étrangers menacerait la stabilité macroéconomique et découragerait les partenariats régionaux. Le risque serait une croissance courte suivie d'un retour à la dépendance faute de capitaux suffisants. La seconde vision, défendue par des penseurs africains et caribéens, soutient au contraire que cette rupture est un acte fondateur. Pour eux, il ne s'agit pas d'un repli, mais d'une réappropriation. L'exemple du Burkina Faso prouve qu'un État peut survivre et même prospérer en se finançant d'abord sur ses propres excédents. La preuve, en 3 ans, la balance commerciale s'est redressée et la part des revenus internes dans le budget national a doublé. Entre ces deux pôles, Ibrahim Traoré n'a jamais choisi la confrontation. Son discours reste pragmatique. Nous ne refusons pas la coopération, nous refusons la tutelle. Cette nuance, souvent perdue dans le vacarme médiatique, constitue pourtant le cœur du débat. Les résultats, jusqu'ici, plaident pour lui. La confiance populaire reste élevée et l'économie parallèle, longtemps alimentée par le désespoir, recule. Dans la Caraïbe, des voix influentes reconnaissent désormais que la souveraineté n'est pas une idéologie, mais un processus d'apprentissage collectif. Face aux critiques, le mouvement panafricain répond par les chiffres et la cohérence. Moins de dettes, plus de production, davantage d'éducation. La stratégie burkinabé ne cherche pas à imiter, mais à inspirer. Elle redonne aux petites nations la possibilité de choisir leur tempo. Et si la véritable stabilité ne venait pas du compromis, mais de la constance? Tout bascule en silence. Une simple phrase prononcée par Ibrahim Traoré, nous ne serons plus gérés comme une colonie qui prétend être libre, franchit les frontières plus vite qu'un convoi diplomatique. En Jamaïque, les radios la traduisent, les chanteurs la mettent en musique, les étudiants l'impriment sur leurs t-shirts. Cette déclaration devient le pivot moral d'un nouveau réalisme africain, l'indépendance comme devoir, non comme souvenir. Au cœur de cette révélation, un glissement profond s'opère. La jeunesse ne parle plus de libération, mais de gestion. Les mots changent de sens. Budget devient synonyme de liberté. Production rime avec dignité. Dans les forums de Kingston, on ne cite plus seulement Sankara, mais aussi les économistes contemporains,
qui transforme la morale en modèle. La moitié du chemin est franchi. Ce qui commença comme une chanson devient une politique culturelle. Les tambours battent désormais à l'unisson avec les claviers des ordinateurs. L'unité a trouvé son rythme. Et si la conscience pouvait devenir contagieuse à l'échelle d'un continent? Les effets du mouvement se manifestent dans 4 sphères distinctes: l'État, les entreprises, les citoyens et la région. Au Burkina Faso, la réforme initiée par Ibrahim Traoré a transformé la gouvernance. Le ministère des Finances adopte un modèle de transparence budgétaire inédit. Chaque projet public affiche ses coûts, ses résultats en ligne. Les revenus de l'or, autrefois invisibles, financent désormais les routes, les écoles et les hôpitaux. Le principe est clair. La richesse nationale doit circuler à l'intérieur avant de partir à l'extérieur. Les petites industries locales profitent directement de cette reconfiguration. En Jamaïque, des startups inspirées du modèle Traoré expérimentent des fonds communautaires sans recours aux banques internationales. L'initiative attire déjà 250 millions de dollars d'investissements diasporiques. À Ouagadougou, des coopératives minières féminines exportent leur or via des circuits équitables, créant un précédent commercial africain indépendant des grands groupes. Les conséquences sociales sont tangibles: hausse de l'emploi rural, baisse des migrations forcées et renforcement du sentiment d'appartenance. Dans les quartiers populaires de Kingston, les jeunes chantent désormais la souveraineté comme un refrain d'espoir. Le mot autonomie est devenu familier, enseigné à l'école comme une compétence civique. L'impact dépasse les frontières. Les États de la CEDEAO observent le modèle burkinabé avec prudence mais curiosité. Des discussions émergent autour d'un corridor commercial Afrique-Caraïbes estimé à 3 milliards 200 millions de dollars d'ici 2027. Dans les institutions régionales, on parle d'économie morale comme d'un nouveau paradigme. Ces transformations, modestes mais mesurables, traduisent un changement d'époque. La souveraineté n'est plus un mot d'ordre, mais une matrice économique. L'écho d'Ibrahim Traoré ne réside pas seulement dans les discours, mais dans la gestion quotidienne. De la Jamaïque au Sahel, les budgets et les chansons racontent la même histoire, celle d'un continent et d'une diaspora qui apprennent à compter sur eux-mêmes. Et si la solidarité devenait la forme la plus avancée de la stratégie? Les prochains mois détermineront si le mouvement Hands Off Africa peut se consolider ou s'essouffler. 3 trajectoires se dessinent, chacune révélant une facette de cette transition historique. Dans le scénario de base, le Burkina Faso poursuit sa politique actuelle: investissement public, diversification agricole et éducation gratuite. La croissance reste modérée, autour de 4% mais stable. La Jamaïque formalise son partenariat culturel avec Ouagadougou à travers un programme d'échange universitaire et un fonds commun pour les industries créatives. Les concerts et forums maintiennent l'élan moral sans provoquer de rupture géopolitique. Dans le scénario optimiste, la dynamique se régionalise. 5 pays africains et caribéens adoptent le cadre burkinabé de souveraineté économique, conservant environ 40 milliards de dollars par an dans leur marché domestique. De nouvelles coopératives transatlantiques émergent, reliant l'art, l'agriculture et la technologie. Les institutions financières locales gagnent en crédibilité et la jeunesse, galvanisée, s'investit dans la gestion civique. Le mot autonomie devient un pilier du discours éducatif et politique. Dans le scénario pessimiste, les pressions internationales s'intensifient. Des sanctions économiques ou des campagnes médiatiques freinent les réformes. L'élan de solidarité se fragilise, victime des désaccords internes ou de la fatigue numérique. Dans ce cas, la promesse du panafricanisme s'ajourne sans disparaître,
en attente d'une nouvelle génération de bâtisseurs. Quelle que soit l'issue, la décennie en cours restera celle de la redéfinition des dépendances. Le plus grand risque ne réside peut-être pas dans l'échec, mais dans la demi-mesure. Si l'Afrique et la Caraïbe veulent transformer la ferveur en structure, elles devront choisir la cohérence plutôt que la complaisance. Car au fond, toute révolution durable repose sur une question simple. Que fait-on de l'espoir quand il devient possible? Au-delà des institutions et des bilans, l'histoire atteint ce qu'on n'attendait pas, les habitants ordinaires. Dans les rues de Portemort, des jeunes improvisent des scènes de slam où les vers mêlent économie et mémoire. À Ouagadougou, des mères de famille racontent à leurs enfants que la richesse d'un pays ne se pèse pas en or, mais en courage. La transformation de la conscience populaire devient visible. Les réseaux sociaux servent d'amplificateurs. Des enseignants diffusent des capsules expliquant la gestion budgétaire, des artistes partagent des fresques digitales sur la souveraineté. La pédagogie remplace la propagande. En moins d'un an, le hashtag Unity is Power dépasse 80 millions de vues, preuve qu'une idée juste peut devenir virale sans perdre son sens. Dans les églises, les universités, les marchés, on parle désormais de la dignité comme d'une responsabilité collective. Le nom d'Ibrahim Traoré y revient souvent, non comme celui d'un sauveur, mais d'un déclencheur, celui qui a osé rappeler que le pouvoir le plus durable est celui que les peuples exercent sur eux-mêmes. À mesure que la conversation s'élargit, une vérité s'impose. La souveraineté commence dans la compréhension. L'économie devient langage commun, la culture devient moteur. Et si l'éducation populaire était la plus sûre des révolutions, pour transformer l'élan en structure, 5 étapes concrètes émergent du dialogue entre la Jamaïque et le Burkina Faso. Chaque État partenaire publie un tableau clair des flux financiers liés aux ressources naturelles. La confiance commence par la visibilité. Des modules communs sont créés dans les écoles secondaires et universités des deux régions. L'objectif, former une génération capable d'auditer ses propres politiques. Un fonds afro-caribéen de développement est créé. Alimenté par la diaspora, il financerait l'agriculture, la santé et la technologie locale afin de réduire la dépendance aux institutions étrangères. Les industries musicales et cinématographiques deviennent des plateformes d'échange et de revenus partagés. Les artistes traduisent la souveraineté en récits accessibles. L'ère des connexions doit devenir celle des coopérations. Des plateformes de financement participatif panafricaines permettraient à chaque citoyen de contribuer au développement collectif. Ces mesures ne demandent ni miracle ni décret, seulement la continuité d'un état d'esprit. Ibrahim Traoré l'a résumé ainsi: la souveraineté n'est pas une destination, c'est une discipline. Et si cette feuille de route devenait la première constitution morale d'un continent éveillé, le soir tombe sur Kingston. Sur un mur encore humide de peinture, le visage d'Ibrahim Traoré apparaît aux côtés de Marcus Garvey et de Bob Marley. 3 générations, 3 continents, un même regard tourné vers l'avenir. Ce n'est plus un portrait, mais un pacte silencieux, celui de ne plus subir l'histoire, mais de la poursuivre. À Ouagadougou, les enfants jouent autour d'une école construite grâce aux fonds issus de la nationalisation de l'or. Leurs rires sont la réponse à des décennies de dépendance. Dans la lumière rouge du crépuscule, la boucle se referme. La dignité circule à nouveau entre Afrique et Caraïbes. L'image du professeur Malik Johnson dans sa salle de classe bondée incarne cette continuité. Son tableau noir n'est plus un symbole de manque mais de transmission. Et si, au fond, la véritable richesse résidait dans la mémoire partagée et la volonté de la transmettre, alors que la nuit enveloppe Kingston et Ouagadougou, les tambours ralentissent mais le message demeure. Ce mouvement,
né d'une chanson et amplifié par des chœurs, invite chacun à choisir son rôle, spectateur ou bâtisseur. Dans les cafés, les studios et les universités, la conversation continue, calme, exigeante, lucide. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme, ni même d'un pays. C'est un langage commun que chaque citoyen peut apprendre, celui de la dignité, du partage et de la responsabilité. Hands off. Africa n'est pas un slogan, c'est une invitation à penser différemment le pouvoir. À travers les océans, des voix se répondent, celles des jeunes, des enseignants, des artistes, des entrepreneurs. Leur question devient universelle. Et si l'unité, au lieu d'être une utopie, devenait simplement une habitude? Si cette vision vous touche, partagez-la, enseignez-la, faites-la vivre. Car la conversation sur la souveraineté ne se termine pas ici, elle commence avec vous.